Israël confirme la mort de Mohamed Deif, chef militaire du Hamas. Il a été tué dans une frappe le 13 juillet à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza. Cerveau des attentats du 11 septembre, Khalid Sheikh Mohammed va plaider coupable après un accord qui lui évite un procès où il risquait la peine de mort. Il était le chef des opérations militaires du Hamas. Israël a confirmé ce jeudi avoir tué Mohamed Deif il y a quelques jours et a fourni ces images de la frappe menée le 13 juillet dans la bande de Gaza. Ce jour-là, le Hamas avait fait état de plus de 90 morts à Khan Younes. Considéré comme l'homme à abattre par Tel Aviv, le Gazaoui d'une soixantaine d'années était à l'origine de l'attaque du 7 octobre qui a plongé la bande de Gaza dans le chaos. Mohamed Deif était surnommé le chat à 9 vies pour avoir échappé à de multiples tentatives d'assassinat et figurait depuis 2015 sur la liste américaine des terroristes internationaux. L'annonce de sa mort intervient le jour des funérailles en Iran d'Ismail Haniyeh, chef de la branche politique du Hamas, tué à Téhéran mercredi dans une frappe attribuée à Israël. Une foule endeuillée s'est massée autour du cercueil d'Ismail Haniyeh, transporté à bord d'un véhicule à travers Téhéran. Des drapeaux palestiniens et iraniens ont été brandis par des milliers de participants aux funérailles du dirigeant du Hamas. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a dirigé la prière funéraire à l'université de Téhéran, le nouveau président iranien Massoud Pezeshkian à ses côtés. Après ses funérailles à Téhéran, la dépouille d'Ismail Haniyeh devrait être enterrée vendredi au Qatar, où il vivait en exil. Le chef du bureau politique du mouvement islamiste était en visite en Iran pour assister à l'investiture du nouveau président iranien. Il a été tué dans une frappe aérienne qui a touché la résidence où il logeait à Téhéran, a annoncé le Hamas mercredi. Israël s'était engagé à tuer Haniyeh et d'autres dirigeants du Hamas suite à l'attaque du groupe le 7 octobre. La frappe est survenue quelques heures après qu'Israël ait ciblé un haut commandant du Hezbollah dans la capitale libanaise de Beyrouth. Un important feu de forêt a ravagé ce mercredi la réserve naturelle de Monte Mario, à Rome, proche du tribunal pénal de la place Claudio. Plusieurs hélicoptères ont été dépêchés sur place pour larguer de l'eau sur les flammes. Les habitants des environs ont été évacués. Le feu s'est également dangereusement rapproché des studios romains de la télévision publique italienne Rai, à seulement 2,5 km de la basilique Saint-Pierre de Rome. En Albanie aussi, les incendies se multiplient. L'un d'entre eux a atteint le village méridional de Mașculore, mais n'a causé aucun dégât. Des centaines de pompiers, de militaires et de volontaires ont réussi à maîtriser un feu de forêt majeur dans la ville côtière de Shëngjin. Celui-ci a endommagé un toit et 2 barres de plage et fait fuir des visiteurs paniqués. Un hélicoptère de l'armée albanaise et 2 avions canadair italiens, appelés en renfort dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'Union européenne, ont été mobilisés. À quelques centaines de kilomètres de là, en Macédoine du Nord, un autre incendie continue de faire rage à l'est de Sveti Nicola. Les secouristes sont là aussi aidés par des avions bombardiers et 3 hélicoptères, dont 2 prêtés par la Serbie. Ces feux de forêt ont déjà fait des victimes. Ce mercredi, un homme pris au piège des flammes est décédé dans le village isolé de Kokošinje. Le Premier ministre de Macédoine du Nord, Christian Mikoski, a assuré qu'il y avait suffisamment de pompiers et de membres de l'armée pour gérer les incendies, bien que la situation ait atteint, selon lui, un pic historique. Cerveau autoproclamé des attentats du 11 septembre, Khalid Sheikh Mohammed va plaider coupable. Détenu depuis 18 ans dans la prison ultra sécurisée de Guantanamo, il évite ainsi un procès où il encourait la peine de mort et va donc passer le reste de ses jours en prison. L'accord a été dévoilé par le Pentagone dans une lettre adressée aux familles des victimes. Il concerne également 2 autres co-accusés, détenus eux aussi à Guantanamo sur l'île de Cuba. Ils sont accusés de terrorisme et de la mort de près de 3000 personnes dans les attentats à New York et Washington en 2001. 23 ans après les faits, les 3 hommes n'ont toujours pas été jugés. La procédure qui devait mener à leur procès s'était enlisée à cause d'un point délicat. Leurs aveux ont été obtenus sous la torture dans des prisons secrètes de la CIA, ce qui, selon la défense, rendrait les preuves contre eux irrecevables. Les accusés devraient plaider coupables lors d'une audience dans quelques jours. Le Français Laurent Vinatier reste en prison en Russie. Un tribunal moscovite a prolongé ce mercredi sa détention provisoire jusqu'au mois de septembre. Les autorités russes reprochent à Laurent Vinatier de ne pas s'être enregistré en tant qu'agent étranger alors qu'il recueillait des informations sur les activités militaires de la Russie.
Laurent Vignatier a déjà reconnu qu'il ne s'était en effet pas signalé auprès des autorités. Il avait alors déclaré qu'il n'était pas au courant qu'une loi russe récente l'obligeait à le faire. L'accusation de non-enregistrement est passible à elle seule de 5 ans de prison. Le Français de 47 ans était employé par le Centre pour le dialogue humanitaire, une organisation non gouvernementale basée en Suisse. Cette ONG se spécialise dans la médiation des conflits armés opérant en dehors des circuits diplomatiques traditionnels. Son arrestation avait eu lieu en pleine rue le 7 juin dernier, alors que les tensions entre Moscou et Paris étaient montées d'un cran après les déclarations du président Emmanuel Macron concernant l'envoi de troupes françaises en Ukraine. La construction de centres d'accueil pour migrants en Albanie prend du retard. Ceux-ci devaient ouvrir en mai dernier puis en juin. Au début du mois de juillet, la première ministre italienne Giorgia Meloni a affirmé que tout serait prêt à la première semaine d'août. Rome a conclu un accord de 5 ans avec Tirana pour envoyer des migrants secourus en mer par les gardes-côtes italiens en Albanie, le temps que leur demande d'asile soit traitée. Ce projet controversé a suscité de nombreuses critiques. L'apertura, almeno nelle previsioni, dovrebbe essere entro la fine dell'anno corrente, perché burocraticamente e dal punto di vista anche realizzativo, insomma, dei tempi ci vogliono. Per quanto riguarda i costi, vero che c'è un costo di alcuni milioni di euro, però è anche vero che il costo reale che si affronta rispetto al fenomeno dell'immigrazione clandestina non è lo spot. La gestione del migrante in Italia costa 1.000 euro al mese circa. Quindi il costo previsto per questo tipo di strutture è assolutamente irrilevante rispetto al costo complessivo del fenomeno migratorio. L'Albanie pourrait ainsi accueillir jusqu'à 36 000 demandeurs d'asile par an. Leurs demandes seront examinées par les autorités italiennes pour déterminer s'ils seront ou non rapatriés. Ci preoccupa non solo per il principio della esternalizzazione, ma per come viene effettuata. Si parla di detenzione automatica, e questo già in violazione del diritto internazionale, per lunghi periodi di tempo, di persone sommariamente individuate a bordo delle navi di Stato italiane come non aventi diritto a una protezione da parte dell'Italia e dunque da rimandare indietro. Questo è un accordo crudele che ha un obiettivo, non so neanche se verrà raggiunto, forse no, quello di dissuadere. È la politica della dissuadenza attraverso violazioni dei diritti umani. L'externalisation des procédures d'asile intéresse de plus en plus d'États membres de l'Union européenne. È un modello che ha convinto molti Stati membri perché in effetti ha dei vantaggi notevolissimi, è estremamente efficace perché impedisce che il migrante irregolare arrivi nella disponibilità dello Stato di destinazione, dello Stato europeo di destinazione, il che comporta tutta una serie di obblighi relativi soprattutto al rispetto dei diritti fondamentali. Dunque problemi notevoli se li vediamo dal punto di vista del consenso elettorale. Cet accord entre l'Italie et l'Albanie est l'une des promesses politiques phares de Giorgia Meloni. Le Parlement européen élu en juin est le premier à voir la représentation des femmes diminuer. La question est de savoir si cette baisse a un impact remarqué sur la distribution des présidences et vice-présidences des différentes commissions. Le lobby européen des femmes souligne que ces sièges sont principalement occupés par des hommes. Portfolios that matter, like what we call hard portfolio, where you have money, where you have power, like foreign affairs, for instance, budget, economy, usually go to men in terms of heading the committees, just like the proportion of members in these committees also is highly male dominated. So that's unfortunately still a reality in terms of having women chairs, vice chairs, etc. Selon le lobby européen des femmes, ce déséquilibre de représentativité n'est pas lié à la progression de l'extrême droite lors du scrutin. L'association s'interroge sur l'engagement des nouvelles élues dans les rangs populistes à défendre le droit des femmes. What is a bit concerning, though, is that the far-right parties or groups in the European Parliament do have quite a substantial representation of women for some of them, but then it's also groups that are not known to support women's rights. They're quite hostile to women's rights. So it's also a new challenge for us in that sense that we are going to have to identify who is going to support us, who is going to champion women's rights.
Alors que le nouveau Parlement européen prépare ses travaux pour les 5 prochaines années, le lobby européen des femmes souligne les avancées obtenues lors de la mandature précédente, comme la lutte contre les violences faites aux femmes. Mais l'association estime qu'il faut aller plus loin. Something we want to see is also having dedicated budget to women's rights, maybe having conditionalities when it comes to, tenders and the attribution of budget linked to women's rights and gender equalities. La présidente de la Commission européenne espère elle aussi obtenir la parité au sein de son équipe et presse les capitales en ce sens. La Seine, ce fleuve majestueux, chargé d'histoire, coulant sous des ponts emblématiques de Paris, ses quais animés, la carte postale est idyllique. Mais voilà la question qui brûle les lèvres de tous les Parisiens et touristes depuis quelques semaines. Peut-on vraiment s'y baigner ? Des analyses régulières montrent des progrès notables. Cependant, l'eau de la Seine peut faire peur et n'est pas encore à la hauteur des standards de baignade de certaines plages paradisiaques. I don't know, I'm a bit of someone who thinks water can be dirty. Like we swim in here and there can be little things touching your legs, but I don't know. If they test it and they say it's okay, I will trust the professionals, but I'm not sure if I would swim in it. Pour certains, c'est une question d'habitude, mais il faut aussi une dose de courage. Yeah, I would, because I also swim in when it's hot. When the weather is hot in Amsterdam, I also swim in water over there. So yeah, it's good. Yeah, I would. Depuis 2015, Paris a entrepris un gigantesque nettoyage de la Seine avec un budget conséquent. L'opération destinée d'abord aux athlètes des Jeux Olympiques doit permettre un jour à tous les Parisiens de se tremper dans la plus grande piscine municipale de France.